les bienvenus à ce webinaire IAR en collaboration avec le réseau des SAT pour la présentation de technologies issues des SAT à vocation agricole, notamment dans les technologies de biocontrôle, de biostimulation et tout ce qui tient à l'amélioration de la productivité des plantes. Voilà. Donc, Laurent, sois le bienvenu à notre webinaire. Désolé de t'avoir fait une petite frayeur en ce début de matinée, mais j'ai eu quelques petits soucis de connexion ce matin avec mon ordinateur. En fait, il a fait une grosse mise à jour quand j'ai voulu me mettre sur Zoom. Et donc, du coup, voilà, c'est une préparation de ce matin. Mais merci d'être venu à nouveau et d'être là présent. Nous sommes là pour démarrer ce webinaire. Et puis, je te laisse un peu la parole pour l'accueil de vos très beaux projets dans la smart agriculture et plus particulièrement aujourd'hui tout ce qui est micro-organismes biotech liés à l'agriculture. Merci Johan, j'ai jamais été aussi heureux de te voir en visio. Oui, en effet, tu m'as fait une petite frayeur ce matin, mais voilà, erreur corrigée, c'est parfait, c'est génial. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième session avec le pôle IAR, en effet. J'adresse en premier lieu mes remerciements au pôle, à toute l'équipe, à Alice, qui est aux manettes et qui œuvre ces événements sur des réussites. Donc, encore merci beaucoup. Un partenariat qui monte en puissance, pôle IAR Réseau SAT, en effet. Et nous avons aujourd'hui, sur cette troisième session, une thématique sur nouvelle agriculture. Nous avons nombre de sujets et de technologies, voire de projets de start-up dans ce domaine. Donc, j'espère que le contenu que l'on vous a préparé, concocté et tous nos intervenants qui sont bientôt dans les starting blocks vont avoir plaisir à vous détailler et présenter ces projets. En effet, des projets issus des SAT. Les SAT sont des outils de sociétés de valorisation du transfert de technologie. Mais pour vous présenter beaucoup plus en détail cela, nous avons le grand plaisir d'accueillir Xavier Apolinarski, qui est le président de la SAT Paris-Saclay et qui est accessoirement aussi le vice-président des relations industrielles au niveau du réseau SAT. Merci beaucoup Xavier d'être parmi nous et d'avoir libéré un tout petit peu de ton temps pour nous présenter. Je vais te passer la main sans plus tarder et te lancer les quelques slides que tu as préparés. Bonjour à tous et donc merci beaucoup effectivement au pôle IAR. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir et qu'on trouve super efficace d'avoir par intermédiaire du pôle IAR de toucher une communauté économique qui est celui de l'agriculture de demain et de l'ensemble des travaux qui peuvent contribuer à produire de l'innovation. Moi je suis Xavier Apolinarski, je vais essayer de reprendre un peu une présentation pour vous présenter un peu les SAT rapidement et vous dire pourquoi justement il y a une super cohérence entre les objectifs du pôle IAR et le réseau des SAT. Donc le réseau des SAT, c'est un réseau de 13 sociétés d'accélération de transfert de technologie. Donc on est localisé sur l'ensemble des territoires. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui permet de couvrir l'ensemble des territoires d'innovation en France. Vous avez à droite la localisation. On a, j'allais dire, une mission, hein, elle est plutôt simple, c'est transformer en business l'ensemble des technologies et des innovations qui sont produites dans les laboratoires de recherche français. Donc de l'ensemble des universités, de l'ensemble des organismes nationaux de recherche, de l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Et ça, c'est notre travail au quotidien. On le fait soit par la création de start-up, soit par la valorisation auprès d'industriels qui veulent exploiter ces technologies. On est 13 SAT, on a été créé, j'allais dire pour la plupart, entre 2012 et 2014. On représente une force de frappe de 800 professionnels pour justement drainer, j'allais dire découvrir les pépites dans les laboratoires de recherche et drainer l'économie française avec ces solutions d'innovation. Juste pour vous
essayer de recadrer avant que vous touchiez de la voie, finalement, les projets, les startups qui vont vous être présentés. Nous, notre mode de travail, finalement, dans l'innovation, on l'a un peu caricaturé forcément pour aujourd'hui, mais on a 2 modes d'action. Le premier, c'est un mode push. Ça veut dire qu'on va aller pousser des innovations vers le secteur économique, vers l'industrie, vers les agriculteurs, vers les chambres d'agriculture, vers l'ensemble des acteurs de cette filière, avec soit on va détecter dans les laboratoires des technologies, on va venir, c'est le cœur de métier des SAT, investir en maturation, ça veut dire prendre des technologies qui sont dans un labo et faire un projet de maturation pour augmenter son niveau de maturité et surtout, et c'est pour ça qu'on vous les présente, avoir la preuve de performance pour une application, et en l'occurrence avec le pôle IAR et aujourd'hui, une application en faveur du monde agricole ou de l'économie autour de cette filière industrielle. Et donc, à la fin, on va venir transférer ces technologies auprès de partenaires qui vont créer, extraire ou produire de la valeur économique. Et puis, donc ça, c'est le mode push. Et dans le mode, ce qu'on a appelé pull, c'est partir des besoins industriels, partir des besoins de chacune des filières économiques, essayer de comprendre les technologies sur lesquelles il y a besoin d'apporter de l'innovation. Et là, on va faire des opérations de scouting. On va aussi être capable, donc ça veut dire aller chercher dans les labos des technologies innovantes où on est capable, avec certains partenaires, de faire du co-développement. Ça veut dire, une fois que le partenaire nous a donné son besoin, une fois qu'on a trouvé la techno dans le laboratoire, eh bien, on va venir co-investir ensemble, définir le projet de maturation et co-investir pour aller plus vite au marché ou avoir plus vite la preuve de performance. Voilà les 2 modes d'intervention, retenez push et pull, et derrière, il y a beaucoup d'outils et il y a beaucoup de super personnes très motivées et très aguerries sur votre domaine d'activité. Donc, on va venir dérisquer les technologies, et sur ce schéma que vous voyez, qui représente un peu sur le schéma suivant, de la slide suivante, vous voyez finalement ce lien que les sociétés d'accélération de transfert de technologie ont comme objectif, c'est de rapprocher les compétences des laboratoires de recherche avec les entreprises, avec un cœur de business de la SAT des SAT qui sont de faire du licensing, de transférer des technologies, et soit on opère avec les entreprises en faisant du co-développement ou en faisant du scouting pour rechercher des innovations dans les laboratoires de recherche. Et quand ces entreprises sont des startups, eh bien, l'equity, c'est-à-dire la prise de part au capital des industriels dans ces startups, peut être un très bon levier à la fois économique mais aussi financier pour développer du partenariat entre des grands groupes, typiquement, et des startups qui ont besoin d'innover. Et donc, les SAT, notre cœur de métier, c'est bien de gérer la propriété intellectuelle et donc faire le transfert, j'allais dire, soit directement à des industriels, soit par le biais d'un vecteur qui va être une start-up qui va se créer pour valoriser une technologie. Et nous partageons les revenus, finalement, de l'exploitation de ces technologies entre la SAT et les laboratoires de recherche. C'est notre modèle économique. Voilà un peu notre grande manière d'intervenir. Sachez que les SAT, on gère à peu près 80% de la recherche académique française, donc on est un acteur clé si vous voulez vous intéresser aux innovations dans la recherche publique. On a détecté à peu près 15 000 technologies innovantes dans les laboratoires de recherche. On gère un beau portefeuille de brevets. On a déjà fait plus de 1200 transferts de technologies entre 2012 et 2020. Donc, c'est assez énorme. Et à peu près la moitié de ces transferts de technologies, c'est pour la création de startups. Donc, c'est à peu près 600 startups créées. Et ces startups ont déjà levé, j'allais dire, plus de 800 millions d'euros. Et c'est vraiment une signature de notre création de valeur et de notre impact dans l'économie nationale. Et j'espère qu'on va être capable de concrétiser pas mal d'actions avec vous, grâce au pôle IAR, dans la filière agricole de demain.
Je vous remercie et je ne sais pas si vous avez des questions parmi les spectateurs. Merci Xavier, Merci beaucoup Xavier, le temps que les choses se mettent en place, que pour le fil de discussion, il n'y a pour le moment pas de questions, n'hésitez pas à intervenir ou à demander quelques éléments de contexte, sinon on se tient à votre disposition hein, pour si des questions, des précisions, des projets ou des relations avec les laboratoires, des schémas de valorisation vous semblent complexes et vous souhaitez les aborder, n'hésitez pas à vous rapprocher des SAT et des équipes des SAT. Je pense que tu as été suffisamment clair, Xavier, il n'y a aucune question, donc c'est parfait. On va, si vous voulez bien, c'est flatteur. Oui. Si vous voulez bien, on va passer au contenu de ce webinaire. Nous aurons quelque chose d'assez dense aujourd'hui sur cette troisième session consacrée à la nouvelle agriculture. Nous aurons, pour illustrer les propos de Xavier et le rôle et mission des SAT, nous aurons cinq intervenants. Je dirais trois interventions sur trois technologies qui ont été détectées, portées, supportées par les SAT. Nous aurons Cécile d'ailleurs de la SAT Paris-Saclay, la technologie SimBoost, puis Émilie avec LG Protect, elle nous vient de Science, et Céline de la SAT Connectus avec le projet BactiSap. Ensuite, nous aurons deux technologies, projets beaucoup plus liés à de la surveillance. Nous aurons le projet de start-up Smartium porté par Emilien, qui est chercheur au CNRS et qui est accompagné dans cette démarche de création de start-up d'entreprise par la SAT Connectus. Et nous aurons enfin la technologie Scannerize qui nous vient de Montpellier. Donc, on va faire un petit tour de France aujourd'hui avec une illustration avec cinq projets, 5 programmes. Et il n'y a toujours pas de questions. C'est parfait. On va enchaîner avec la première participation, la première intervention de Cécile. Je vois l'écran, c'est parfait. Bonjour Cécile. Je vais vous partager mon écran. Hop, c'est bon. Bonjour à tous. Moi, je suis Cécile Fabre, chef de projet maturation à la SAT Paris-Saclay et j'accompagne des projets en lien avec l'agriculture et l'environnement. Tout d'abord, merci aux organisateurs, le pôle IAR et le réseau SAT, de nous permettre, à nous, chefs de projet, de mettre en valeur les beaux projets qu'on accompagne au quotidien. Et merci à tous les participants du webinaire de nous écouter. Donc, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le projet SimBoost, qui est porté par une équipe de l'Institut de biologie intégrative de la cellule, I2BC, qui est sur le campus du CNRS à Gif-sur-Yvette et qui est porté par Benoît Luni, Emmanuel Biondi et Abdillah Mohamed. Donc, c'est une UMR CNRS, CEA, Université Paris-Saclay. Donc, le contexte dans lequel on se place, c'est l'agriculture et les enjeux auxquels elle fait face aujourd'hui, avec notamment l'augmentation de la population et la nécessité d'augmenter la production agricole qui en découle de plus de 70%, mais tout en gardant des critères de qualité sanitaire sur la production, mais aussi de réduire l'impact environnemental que peut avoir l'agriculture, donc d'aller vers une agriculture plus durable, mais tout en étant aussi productive qu'elle peut l'être. Donc, dans ce contexte-là, je vais vous parler des légumineuses qui peuvent être une des pistes pour contribuer à cette équation justement de l'alimentation durable. Alors, qu'est-ce que c'est les légumineuses? Ce sont des plantes de la famille des fabacées qui sont généralement cultivées pour leurs graines. Donc, pour donner quelques exemples, ce sont la fève, le haricot, le pois, la lentille, le soja ou la luzerne. Donc, pourquoi ces plantes-là sont particulièrement intéressantes? Parce qu'elles présentent à la fois des qualités nutritionnelles très importantes et des qualités environnementales. En ce qui concerne les qualités nutritionnelles, ce sont des plantes qui sont particulièrement riches en nutriments et qui ont une teneur élevée en protéines, tout en ayant une faible teneur en matières grasses et une forte teneur en fibres solubles. Donc, très positif pour l'alimentation. Et de l'autre côté, ce sont des plantes qui permettent de réduire le besoin en engrais azotés et ce qui permet de contribuer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des plantes qui n'ont pas besoin d'engrais azotés parce qu'elles font naturellement une symbiose. Donc, elles permettent aussi d'augmenter la fertilité des sols et peuvent être intégrées dans des rotations des cultures pour d'autres cultures, éviter à d'autres cultures d'avoir besoin d'intrants azotés. Donc, en ce qui concerne la symbiose dont je vous parle, c'est donc une association à bénéfice réciproque entre la plante, la légumineuse, et une bactérie du sol qui sont appelées les rhizobia.
Donc, le bénéfice réciproque, comment il se fait? La bactérie, elle, est capable de fixer l'azote atmosphérique qui est présent dans le sol et de le transformer en une forme assimilable par la plante. Donc, elle va transférer de l'azote à la plante. Et en échange, la plante, elle, va transférer à la bactérie des composés carbonés issus de la photosynthèse que fait la plante, qui est donc une source d'énergie pour la bactérie. Et où se fait cette symbiose? C'est au niveau des nodosités. Donc, c'est des organes au niveau des racines qui hébergent les bactéries symbiotiques et que la plante produit ces organes spécifiquement pour héberger ces bactéries-là et faire cette symbiose. Donc, ces bactéries, elles sont naturellement présentes dans certains sols, mais pas tous. Donc, on peut inoculer les sols avec ces bactéries-là. Donc, c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Par exemple, en Amérique, il y a plus de 50% de la surface de soja cultivée qui sont inoculés avec ce type de bactéries-là. Donc, c'est pourquoi j'en viens au projet SymBoost, qui est donc de développer des variants de ces bactéries symbiotiques qui soient améliorées pour pouvoir encore augmenter la nutrition azotée du soja et donc, in fine, les rendements du soja et ainsi aussi diminuer les intrants azotés. Donc, on développe des bactéries qui soient améliorées à la fois pour le marché américain et des bactéries qui sont améliorées pour le marché brésilien, qui sont parmi les deux plus gros marchés sur la culture de soja dans le monde. Et donc, pour parler très rapidement d'un point de vue technologie, on induit et on module la différenciation terminale de ces bactéries symbiotiques pour pouvoir augmenter la fixation d'azote dont elles sont capables. Au niveau de la preuve de concept qui a déjà été faite sur le projet, donc c'est une preuve de concept qui a été faite sur la luzerne, associée avec une bactérie qui est Cynorhizobium meliloti. Donc, sur l'image au milieu, vous pouvez voir de manière très visuelle différentes plantes. Alors, à gauche, on a une plante qui n'a pas été inoculée du tout avec des bactéries. Au milieu, c'est une plante qui a été inoculée avec des bactéries déjà commercialisées, on va dire. Et à droite, vous avez une plante inoculée avec la technologie SymBoost. Et on voit donc que ça permet, les souches SymBoost permettent une augmentation de la biomasse de l'ordre de 50% sur le poids frais de la plante. Donc, c'est le petit graphe que vous avez à droite. Donc, ce qu'on est en train de faire dans le projet SymBoost, c'est de faire cette preuve de concept, cette fois sur le soja, avec un autre type de bactéries qui, elles, sont spécifiques à la symbiose avec le soja, qui sont les Bradyrhizobium japonicum. Donc, le déroulé du projet, c'est l'obtention de ces souches-là en première phase. Ensuite, l'évaluation de ces souches et de leur efficacité, évidemment, sur les rendements dans des serres avec du soja. En parallèle, de caractériser finement, on va dire, ces souches qu'on aura obtenues. Et ensuite, une fois que ce sera fait, d'évaluer en plein champ l'efficacité de ces souches comparée à des souches déjà commercialisées. Donc voilà à peu près le projet SymBoost. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous avez mon contact en bas à gauche si vous souhaitez plus d'informations sur le projet. Parfait, merci beaucoup Cécile. Écoute, tu as parfaitement respecté le timing, en plus, c'est parfait. Double bravo. Le temps que les questions arrivent, moi j'avais une petite interrogation, une petite question qui me brûle les lèvres. Est-ce que ça peut être appliqué à d'autres cultures que le soja? Est-ce que tu envisages d'autres débouchés, d'autres cultures que le soja? Tout à fait. En fait, là, on veut faire la preuve de concept sur le soja parce que c'est une des cultures, évidemment, les plus importantes. Mais finalement, c'est une technologie qui est basée sur un principe que l'on peut appliquer à d'autres bactéries qui font la symbiose azotée. Donc, que ce soit celle, par exemple, pour la luzerne sur laquelle on a fait la preuve de concept, mais aussi sur le pois, sur la fève ou sur d'autres espèces. Bien sûr, ça demanderait de refaire des développements et la preuve de concept, mais c'est tout à fait applicable à d'autres espèces et finalement à d'autres marchés si on va plus loin. Parfait. Donc là, c'est véritablement aujourd'hui dans l'état de maturation, état d'avancement du projet, vraiment la recherche de partenaires industriels justement pour accéder à de nouveaux, à des trajectoires économiques, à des mises sur le marché, etc. Tu en es là aujourd'hui sur ce projet-là.
Écoute, Tout à fait. je ne sais pas si tu vois le fil de discussion. Je vois des questions qui arrivent. La première d'Alexandrine. Est-ce que tu as accès au fil de discussion, Cécile? Alors, Sinon, je te donne la question. ouais, je veux bien. Juste avant, Laurent, juste pour compléter Vas-y, ce vas-y. que tu disais par rapport à l'intérêt pour les industriels. Nous, on va faire des essais en champ, mais on est tout à fait ouvert aussi à ce que si des industriels sont intéressés par le projet, ils puissent faire aussi de leur côté en interne des essais en champ avec nos souches. D'accord. Donc, une SAT va jusqu'aux essais en champ avec des technologies prometteuses. Parfait. C'est bon à savoir. Tout à fait. Et nous avons Alexandrine qui te demande… Oui, pardon, Johan. Oui, justement, je parlais des questions qu'il y a en ligne. Et il y a Alexandrine Pinguel qui souhaitait savoir si, par rapport aux cultures en rotation, s'il était nécessaire d'inoculer des bactéries spécifiques en fonction de la légumineuse ou si c'était la même bactérie pouvait se décliner. Ça rejoint un peu la question de Laurent tout à l'heure, je pense. Alors, à chaque fois, ce sera des bactéries spécifiques qui sont meilleures, entre guillemets, pour la symbiose avec cette plante-là. Certaines bactéries sont capables de faire la symbiose qu'avec certaines espèces. Donc, évidemment, si on les inocule sur d'autres espèces, ça ne va pas fonctionner. Il y en a qui peuvent le faire avec plusieurs espèces, mais dont l'efficacité dépend des espèces. Donc, finalement, pour avoir l'efficacité la plus importante possible, on va vraiment choisir des souches qui sont le mieux adaptées à la culture possible. OK. Et est-ce que vous pouvez en dire peut-être un peu plus sur les techniques d'inoculation des bactéries Alors, nous, par rapport à nos souches, on va rester sur les techniques d'inoculation classiques qui sont déjà faites à l'heure actuelle. Donc, il y a plusieurs techniques qui existent. Soit ça peut être de la tourbe mélangée donc, aux bactéries qui est déposée au pied des cultures, soit c'est directement les graines qu'on fait tremper finalement dans une solution avec des bactéries. Enfin, il y a plusieurs techniques qui sont différentes pour chaque pays. Et voilà, nous, on va coller le plus possible à ce qui se fait déjà majoritairement sur chaque marché sur lequel on va aller. OK, parfait. Laurent, je te laisse la suite. Ouais, je voulais pas vous interrompre. Là, j'adore ce type de discussion et d'échange, mais malheureusement, je dois surveiller le chrono. Merci beaucoup. Je me suis permis de poster tes coordonnées complètes, nom, prénom, numéro de téléphone, mail. Parfait. Surtout Sandrine, Julie, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil, prendre attache avec Cécile qui aura plaisir à vous détailler cette technologie, ce projet, et pourquoi pas obtenir aussi de votre part des orientations, des nouvelles d'applications, des idées, pourquoi pas. Je crois que l'innovation, il faut qu'elle soit vivante. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Cécile pour échanger et découvrir encore plein d'autres aspects sur ce beau projet-là. Merci encore, Cécile, qui a dévoilé une facette, une seule de ce projet. Mais encore une fois, désolé pour le timing. On va passer. Merci encore, Cécile. On va passer à l'intervention d'Émilie. Je vais essayer de voir si Émilie a un petit souci de connexion et puis on va, au pied levé, vous allez intervenir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Pas de souci. Donc merci à tous, donc au pôle et au réseau pour l'opportunité, puis à tous les participants de nous écouter. Aujourd'hui, on va présenter donc une technologie de la SAT Connectus, qui est la SAT de Strasbourg. Qui est un cocktail bactérien qui a pour but de protéger contre notamment les maladies du pied de la vigne. Donc, c'est notre première indication, mais peut-être d'autres à venir. Donc, moi, je suis la business développeur de l'équipe santé au sens large de Connectus, mais je vais laisser la main pour la présentation à Célia, qui est chef de projet dans ce même pôle santé de Connectus et qui est du coup en contact avec les chercheurs pour ce projet-là, donc qui en plus répondra mieux à vos questions si vous en avez. Bonjour, donc je vais vous présenter le projet de l'équipe de Marc Fischer, Flore Mazet et Christophe Berch à l'Université de Haute-Alsace, le laboratoire LVBE, donc qui travaille sur les maladies du bois de la vigne. Et donc, on va faire un petit tour dans les vignobles alsaciens. Et donc, en fait, les maladies du bois de la vigne
Actuellement, jusqu'à présent, il y avait comme unique traitement l'arsenite de sodium qui a été retiré en 2001. Donc aujourd'hui, on n'a pas de traitement contre les maladies du bois de la vigne. Le seul dispositif mis en place, c'est la destruction du pied malade et protection des autres pieds par des mesures d'hygiène, mais on n'a pas de traitement curatif ou préventif contre cette maladie. D'où l'intérêt du laboratoire. Et en fait, ils ont trouvé une solution dans leur champ. Donc, ils ont identifié un cep, le cep M, qui présentait une résistance naturelle. Il était plus robuste. Bien sûr, il ne présentait pas de maladie du bois de la vigne, mais était plus robuste dans la vigne. Et donc, ils ont étudié ce pied et ils ont remarqué qu'au sein de la sève de ce pied de vigne, au lieu d'être limpide, la sève était trouble. Donc, ils ont analysé cette sève et ils ont découvert la présence de bactéries environnementales dans la sève de ce pied de vigne. Donc, le but du projet, c'était, avec la SAT Connectus, c'était d'identifier les bactéries présentes dans la sève qui avaient un effet protecteur du pied de la vigne. Et ensuite, le but de ce projet, c'était d'avoir une preuve de concept sur l'efficacité de ce mix bactérien contre les maladies du bois de la vigne, entre autres. Donc, le programme est en cours actuellement. C'est un programme de maturation où l'équipe a pu identifier les différentes bactéries présentes dans la sève de ce pied de vigne. Ils ont pu les isoler et effectuer des tests de confrontation in vitro sur des boîtes de pétri où ils mettaient en présence les différents mix bactériens combinés ou une souche isolée en présence de différents champignons. Et à partir de là, ils ont pu définir un mix minimum de bactéries, un cocktail minimum de bactéries, donc 3 bactéries qui présenteraient l'avantage de réduire la prolifération de certains champignons responsables des maladies du bois de la vigne. Donc aujourd'hui, on en est là. Donc aujourd'hui, ce qui est lancé, c'est les tests sur plantes. Donc 300 pieds de vigne vont être testés où on va inoculer, où le laboratoire va inoculer, donc ça se fait en serre sur des pieds de vigne et il va inoculer le mix minimum. Donc l'inoculation se fait par application sur les racines et les bactéries migrent au sein du végétal de cette manière. En parallèle, nous voudrions réaliser une écotoxicité, des tests d'écotoxicité, car hormis les maladies du bois de la vigne, nous souhaiterions aussi tester ce mélange bactérien sur les céréales, comme le blé ou le maïs, pour voir si ça a un impact notamment sur la pousse et aussi sur la richesse en nutriments de ces céréales. Donc, dans le programme, on avait prévu des tests en champ, pour pouvoir évaluer l'effet de ce mix sur des céréales, en parallèle de l'efficacité sur des pieds de vigne. Donc aujourd'hui, c'était un projet encore jeune en amont, mais nous sommes tout à fait ouverts nous cherchons des contacts industriels pour mieux cibler nos essais et pouvoir répondre au plus près du marché. Donc, on répondra à vos questions si vous êtes plus intéressés par ce projet et du coup, adapter aussi les tests en fonction des besoins particuliers de certains industriels. Donc voilà, je vous remercie. Vous pouvez me contacter. Donc moi, je suis chef projet sur Bactisap et Céline Nadin, le business développeur sur ce projet également. Je vous remercie. Parfait, super. Merci Célia. On va attendre quelques minutes pour voir si des questions émergent.
Moi, j'avais une petite question, bon, assez indiscrète, sur l'ensemble de votre projet. Quelle était globalement l'enveloppe budgétaire qui a été engagée sur ce programme de maturation, si ce n'est pas indiscret? Alors, l'enveloppe, elle est de 380 000 380 000 euros. D'accord, parfait. Ça illustre un peu voilà, ce que décrivait Xavier comme étant un rôle de détection, de dérisquage des technologies pour amener des technologies à un niveau supérieur de maturité et à ce moment-là obtenir des arguments, avoir des arguments, que ce soit économique ou performance technique, pour engager, pour embarquer et pour intéresser des partenaires industriels à prendre la suite à vos côtés. Donc, j'invite les participants à se manifester s'ils ont un intérêt à voir avec vous. Côté Connectus Alsace, on fait le Tour de France, on fait les routes des vins aussi également avec vous. Mais sur ces applicatifs, je crois que vous avez d'autres projets assez intéressants, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Céline et de Célia s'il y a des précisions à obtenir ou des échanges un peu plus, on va dire, un peu plus, moins publics à mener que cela. L'ambition de ce projet est de trouver des partenaires industriels pour aller plus loin, ou est-ce qu'éventuellement le mode start-up est quelque chose qui, de votre côté, est envisageable, envisagé peut-être déjà? Vous avez peut-être des candidats entrepreneurs ou peut-être vous-même des petites ambitions d'entrepreneuse peut-être pour suivre le projet par la suite? Alors, pour ce projet, aujourd'hui, on cherche effectivement plutôt un partenaire industriel. Donc, effectivement, on a déjà, comme disait Célia, l'enveloppe globale du projet qui a été votée, qui est lancée. Mais comme elle l'a bien dit dans la présentation, ce projet n'est pas complètement fixe. C'est-à-dire qu'on cherche dès à présent un partenaire, même si ce n'est pas pour s'engager forcément avec eux. Par contre, parce qu'on a une enveloppe, mais les tests peuvent être adaptés, comme elle disait. Le but est effectivement d'intéresser au mieux un partenaire pour répondre à ces questions, pour qu'il puisse prendre la techno par la suite. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt un partenaire industriel qui nous intéresse. L'option start-up sur ce projet-là n'est effectivement pas… voilà. Vu en plus, effectivement, au vu du stade du projet puis les aspects réglementaires qui sont liés à ces technologies sont aussi assez complexes et demandent un investissement important, et effectivement, il vaut peut-être mieux un industriel aguerri sur tous ces aspects réglementaires que des entrepreneurs qui risquent de se heurter et se fracasser plutôt sur la longue route de la réglementation du biocontrôle en vigueur à ce jour, en tout cas. Exactement. Parfait, merci beaucoup. Merci pour ces belles recommandations, Johan. Et puis, on vous remerciera également de nouveau, Célia et Céline. Je crois qu'Émilie a rebranché la prise. C'est ça, je suis de retour. On a tous eu des excuses pour tout à l'heure. Pas de souci, on a tous eu des petits problèmes de connexion ce matin. Welcome back, Émilie. Je te passe directement la parole pour présenter ton projet et intervenir. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Émilie Bourgeois, je suis chef de projet à la SAT Science. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une technologie qui s'appelle AlgiProtect et qui consiste, alors si ça va bien marcher, voilà, qui en fait est une solution de biocontrôle pour lutter contre le développement des champignons phytopathogènes. C'est une technologie qui est développée à l'UMR Agroécologie de Dijon par l'équipe de recherche Immunité de la vigne, mécanismes et stimulation. Et c'est un projet qui est porté par Marie-Claire Éloire, Benoît Poinceau, Christelle Quillier et Xavier Der. Donc, pour resituer le contexte, les micro-organismes phytopathogènes sont responsables de très importantes pertes de production et de récolte dans le monde. Leur impact économique est estimé à environ 14 milliards d'euros de pertes cumulées. Et pour lutter contre ces micro-organismes, des pesticides chimiques sont utilisés et on sait que certains ont un impact négatif sur la santé et l'environnement. Donc, l'utilisation de produits de biocontrôle s'est développée ces dernières années et consiste à utiliser des organismes vivants ou des substances naturelles, qu'elles soient animales, minérales ou végétales, pour protéger les végétaux. Et c'est dans ce contexte que nous, on se place avec AlgiProtect, puisque la technologie consiste à utiliser des alginates
pour protéger les plantes et lutter contre le développement de micro-organismes phytopathogènes. Donc, cette technologie, elle est brevetée. Et il est important de noter que ces molécules, en fait, elles sont déjà utilisées dans les industries alimentaires, ce qui peut accélérer du coup le time to market de la technologie. C'est une solution qui a un faible impact environnemental et elle présente des avantages techniques intéressants puisqu'en fait, son efficacité de protection est élevée et elle provient d'un effet barrière. Les marchés d'entrée pour cette technologie sont donc la viticulture dans un premier temps, mais aussi les grandes cultures et le maraîchage. Donc, je vais vous présenter les quelques résultats obtenus avec cette technologie qui ne sont pas succincts, mais si vous voulez plus d'informations, on pourra en rediscuter ensemble après sous accord de confidentialité, bien sûr. Donc, des essais ont été réalisés en serre sur les pathosystèmes de la vigne qui sont le mildiou et l'oïdium. Et du coup, les résultats obtenus sont excellents, puisque en fonction des produits Algiprotect qui ont été testés, on arrive à avoir jusqu'à 95% d'efficacité de protection contre le mildiou et une efficacité de plus de 90% contre l'oïdium. Des premiers essais ont également été réalisés au vignoble contre le mildiou et l'oïdium également. Et donc, sur ce graphique, donc je ne sais pas si vous allez voir mon curseur, mais en tout cas, sur le graphique que je voulais vous présenter, vous pouvez trouver tout à gauche un témoin non traité, ensuite une modalité témoin avec un contrôle positif, une utilisation de soufre avec un itinéraire technique classique. Un témoin, une modalité avec une utilisation de soufre réduit de 75%. Et nous, notre mix Algiprotect, donc qui consiste à utiliser certains alginates avec une dose réduite de soufre aussi de 75%, donc avec une quantité de soufre apportée de 25%. Il est vraiment très intéressant de noter qu'en fait, grâce à ce mix Algiprotect utilisé au vignoble, on a une grosse diminution du développement de l'oïdium avec le mix de plus de 70%. Et l'intérêt là aussi dedans, c'est que si on utilise notre mix avec du soufre, on peut réduire de 75% l'utilisation du soufre. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en fait, le marché d'entrée est bien la vigne et la lutte contre le mildiou et l'oïdium, mais on peut aussi utiliser Algiprotect pour lutter contre d'autres maladies dues aux champignons phytopathogènes, notamment pour la tomate avec l'oïdium et le blé avec la septoriose. Donc là, actuellement, on a réalisé des essais en serre avec des alginates qui n'ont pas été formulés, qui sont vraiment au niveau de base, et on commence déjà à avoir des efficacités de protection très intéressantes. Et donc, du coup, où est-ce que nous en sommes dans le projet de maturation? Eh bien, on a fait un pré-screening en fait de plusieurs alginates. On a sélectionné 2 candidats qui nous paraissaient les plus intéressants. Et là, actuellement, nous sommes en train de les formuler pour améliorer aussi bien leur efficacité de protection, mais aussi de permettre une meilleure persistance ensuite au terrain et une meilleure résistance au lessivage des produits, avant de passer du coup à des essais plein champ l'année prochaine. Voilà ce que je peux vous dire sur la technologie Algiprotect. Donc, je vous remercie de votre attention, mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir de cette technologie, en tout cas, c'est que Algiprotect, c'est une solution de biocontrôle qui présente une forte efficacité de protection, un effet barrière physique, que ces produits sont déjà utilisés en industrie alimentaire, et qu'on peut envisager une protection pour plusieurs domaines d'application, aussi bien pour la vigne, mais aussi pour les grandes cultures et pour le maraîchage. Voilà, vous avez mes coordonnées du coup sur cette dernière diapo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Parfait, merci beaucoup Émilie. Je me suis permis là aussi, pour toi aussi, de recopier ton mail dans le fil de discussion. Intéressant comme technologie de partir d'une matière qui est déjà utilisée et présente dans l'industrie. Les alginates sont utilisés pourquoi? Juste par curiosité? En général, en industrie alimentaire, ils sont utilisés comme gélifiants. D'accord, Texture. c'est un gélifiant. Parfait. Écoute, s'il n'y a pas de questions, peut-être, Johan, une question de curiosité? Mais tu as été suffisant. J'aurais simplement tendance à dire, à poser une petite question complémentaire par rapport à la tenue, parce que vous avez parlé de protection barrière, et donc en même temps, donc, je suppose que ça forme un film protecteur quelque part. Oui. Et donc, quelle est la tenue de ce film aux intempéries?
Parce que de là va dépendre aussi son efficacité dans le temps, certainement. Donc, tout à fait. Donc là, effectivement, jusqu'à maintenant, les alginettes qui ont été utilisées n'ont pas été formulées. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait. On est en train de les formuler et on va tester leur résistance au lessivage. C'est les expérimentations qui sont en cours et les résultats, on les aura d'ici 2 à 3 mois, là. Des résultats plus concrets. Puisqu'effectivement, le fait que ça forme un effet barrière, il faut que le film puisse rester bien en place sur les feuilles, donc, et aussi sur les grappes, enfin sur les fruits. Donc, effectivement, on est en train de travailler là-dessus actuellement. Ok, parfait. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, questions, merci beaucoup, Émilie. Je vois Émilien qui, après Émilie, on a Émilien qui apparaît. Est-ce que tu peux partager ton écran, Émilien? Il est chercheur au CNRS, mais enfin, il va préciser tout cela. Il est accompagné, supporté par la SAT Connectus. On aura eu 2 projets de Connectus en fait, ce matin. Alors, en fait. Mais bon, un projet de start-up et une technologie. Voilà. Comme ça, c'est diversifié. Voilà, j'ai activé le micro, ça va aller mieux. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Émilien Willem, je suis docteur en physique des rayonnements et je vais vous parler de Smartium. Donc, Smartium, c'est une entreprise qu'on compte créer très prochainement. Et nous, notre but, notre mission, ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, c'est développer, c'est améliorer des systèmes de mesure en les rendant intelligents. Et je vais vous développer pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça peut être intéressant pour le domaine agricole. Alors, quelques éléments de contexte. En 2019, on a démarré un projet de maturation avec la SAT Connectus qui portait sur le développement d'un système intelligent de cartographie de la radioactivité. Ce projet s'est terminé fin 2020 et suite à ça, on a vu qu'il y avait un réel intérêt de cette technologie pour différents secteurs d'activité et on s'est décidé à créer Smartium, qui sera une start-up spécialisée dans le développement de logiciels d'analyse des données radiologiques. Donc, comme je l'ai dit, notre mission, c'est de rendre les systèmes de mesure des rayonnements ionisants intelligents. On a différents secteurs d'activité, on a l'environnement, on a la défense et la sécurité, on a l'industrie et on a le domaine médical. Alors quand on pense rayonnement, on pense généralement plutôt aux problèmes liés au rayonnement et à leur protection. Et effectivement, c'est sur cette application qu'on est parti. Donc on a développé un logiciel qui repose sur 3 briques technologiques. Une analyse statistique avancée des données qui nous permet d'extraire des paramètres d'intérêt. La simulation numérique Monte-Carlo qui permet de modéliser son environnement et son système de mesure afin de générer une base de données. Et une partie liée à l'intelligence artificielle qui permet d'entraîner et de tester les algorithmes et qui permet de rendre les systèmes de mesure intelligents. Alors, notre solution, à partir de là, on a développé Mercure, qui est un logiciel de cartographie 3D de la radioactivité pour les systèmes de spectrométrie gamma embarqués, donc les systèmes de mesure des rayonnements gamma, qui peut être embarqué sur le drone, sur les véhicules, par un piéton. Donc, ce qu'on obtient, c'est une cartographie typiquement par radionucléide de la zone concernée, la zone qu'on a étudiée. Et donc, notre technologie permet de remonter à la provenance des différentes zones contenant des radionucléides naturels ou artificiels. Et ce qu'on apporte, c'est une amélioration sensible du niveau de détection, donc dédié au faible niveau de radioactivité, typiquement à la radioactivité environnementale, et une amélioration de la précision de détection, puisqu'on est capable de mesurer l'activité absolue des radionucléides. Donc, comment on peut utiliser et comment nous, on voit une potentielle utilisation pour le secteur géologique et agricole? Alors déjà, c'est une solution multivectorielle. Donc, dans le cadre de Mercure, on l'a fixé à un drone. On a fixé un capteur à un drone et on a réalisé nos campagnes de test. Mais on peut également la fixer sur un hélicoptère
ou sous tout autre type de véhicule, un quad, un tracteur, vraiment différents types de véhicules. Et là où on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt pour la géologie et pour l'agriculture, c'est que les techniques conventionnelles se basent sur une prise limitée d'échantillons qui couvre qu'une petite fraction d'un site. Et donc, il y a une énorme variation entre ces points de mesure. En étudiant la bibliographie de notre côté, on s'est rendu compte que, à partir des rayonnements ionisants, on était capable de remonter à différentes informations qui sont susceptibles d'intéresser ce marché. J'en cite quelques-uns: la capacité d'échange cationique, la teneur en argile des sols, la matière organique. On a trouvé qu'il y avait d'énormes corrélations entre la teneur en radionucléides des sols et la présence de ces paramètres. Donc, en conclusion, Smartium, c'est une start-up qui est spécialisée dans la mesure des rayonnements ionisants. Donc, à la base, on est vraiment dédié à tout ce qui est lié à la radioprotection. Notre solution est capable de mesurer avec précision les radionucléides qui sont présents dans le sol et d'estimer leur dispersion. Aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire du côté géophysique. On a déjà des contacts sur la recherche de minerais, mais on pense qu'il y a également quelque chose à faire du côté agriculture, et c'est pour ça qu'on recherche d'éventuels partenaires pour scientifiques ou industriels pour nous guider sur cet aspect davantage lié à l'agriculture. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Émilien. Très intéressant, très intéressant. Et Xavier aussi a posté une question. J'avais la même question en termes de modèle économique. Est-ce que la start-up que vous montez prochainement, donc merci de l'annonce de ce scoop aujourd'hui. Votre modèle économique, qu'est-ce que vous allez vendre en fait? Qu'est-ce que tu vends le capteur, la technologie, ou tu vends des services? Alors, ce qu'on va vendre, c'est une solution complète dédiée à une problématique. C'est-à-dire qu'on ne développe pas le capteur. Par contre, on développe le logiciel d'analyse des données radiologiques. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il existe énormément de capteurs, mais avec ces derniers, on n'exploite que très, très peu de l'information qui est obtenue. Avec notre technologie, on peut extraire davantage d'informations. Typiquement, notre marché de prédilection, comme je l'ai dit, c'est la radioprotection. On est capable d'estimer une source radioactive qui se trouve derrière un éventuel écran de terre, de gravier, de plomb. On est capable d'estimer ça, et donc on est capable d'estimer la profondeur des radionucléides dans le sol et leur concentration précise en activité. Donc c'est une solution qui peut être intégré à tout un tas de capteurs et qui permet d'améliorer grandement la précision des mesures et qui ouvre toute une nouvelle voie, pas seulement pour la radioprotection. Là-dessus, on a un marché qu'on a clairement identifié, mais on pense qu'il y a d'autres secteurs, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour prospecter d'éventuelles marques d'intérêt pour le secteur géophysique. Il est évident, d'après moi, qu'il y a en effet énormément d'applications sur l'évaluation, la surveillance de la santé des sols, alors par le biais de ces technologies-là. Après, peut-être que, alors là, les participants qui nous écoutent et qui t'écoutent aujourd'hui, qui sont sur ces secteurs, sur ces marchés et dans ces applications, moi, ils pourront le confirmer ou pas, mais il me semble que la vente d'une prestation complète de surveillance d'un terrain, de quelques hectares, avec un rendu personnalisé, une surveillance une fois, 2 fois, 3 fois à l'année, évaluation de la santé des sols, santé biologique, état agroécologique du sol. Enfin, ce type de prestation, c'est pour ça qu'on réagissait un peu sur le modèle économique, en effet. Que va vendre la future société en fonction de ces segments de marché, quoi. Mais tout cela, c'était pour attendre les questions qui n'arrivent pas. Oui, mais c'est vrai que j'ai une précision, et j'ai effectivement, mais ça complète ce que tu viens de dire, Laurent, c'est qu'effectivement, tout ce qui est agriculture, biocontrôle a besoin de solutions, de suivi, de mesures d'efficacité, tout ce qui est OAD, etc., pour
savoir quand est-ce qu'il faut traiter, quand est-ce qu'il faut renouveler le traitement, est-ce que les solutions mises en place au niveau du biocontrôle sont actives, combien de temps elles le sont en fonction des conditions climatiques. Tous ces outils d'aide à la décision sont très prisés en ce moment et manquent cruellement dans l'agriculture. Et là, je me fais l'avocat. Alors, je dirais de nos amis coopératives et agriculteurs, mais si j'aurais tendance à dire, si vous avez des développements à mettre et à focaliser sur l'agriculture, sachez qu'effectivement, rapprochez-vous des coopératives, hein, demandez-leur quels sont leurs besoins, parce qu'elles peuvent être de très, très bons prescripteurs pour vous aider à établir peut-être un cahier des charges et à développer, je dirais, ces solutions-là. Et je pense qu'à travers les commissions du pôle IAR, on a une commission bioressources. D'ailleurs, on est en train de monter avec des pôles comme Systématique et d'autres pôles digitaux une journée sur les OAD pour la partie agricole, donc qui devra avoir lieu quelque part au deuxième semestre. Donc, je ne peux que vous encourager à manifester un intérêt pour participer, présenter votre solution et surtout votre ouverture d'esprit à développer vos logiciels d'analyse des données que collectent vos capteurs actuels et peut-être futurs, parce que vous ne développez pas les capteurs, mais vous les utilisez. Donc, vous pourriez très bien multiplier le nombre de capteurs sur le drone pour améliorer et augmenter le nombre de données que vous allez générer et traiter par vos logiciels, quoi. Voilà. Une autre approche, ouais, merci Johan de ces commentaires, de ces invitations, Emilia. J'espère que tu as bien noté. Oui, j'ai noté. Parfait. Oui, ou alors une autre voie serait de s'associer avec les fournisseurs de solutions. Donc, vous, le diagnostic, Oui. partenaire avec des solutions, l'ensemble formant un tout cohérent pour apporter une solution claire même à un exploitant, un agriculteur qui a d'autres chats à fouetter que d'avoir 50 fournisseurs, un pour le capteur, un pour le logiciel, un pour son… Enfin, vous avez compris, quoi. Donc, pourquoi pas, oui. Bon, tu nous tiendras informés, Emilien, de la suite des opérations et n'hésite pas de te rapprocher de Johan pour participer, en effet, dans le cadre du pôle IAR, à nombre de commissions, mais également à des événements importants pour les startups qui démarrent, que de rencontrer des investisseurs et autres partenaires, coopératives, investisseurs et autres partenaires d'intérêt. Donc voilà, je suis content aussi que la jonction soit faite entre vous. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Emilien. À bientôt et tiens-nous informés des actualités sur ta startup que l'on suivra avec grand plaisir et grand intérêt. Dernière intervention du jour. Nous partons dans le sud-ouest, du côté de Montpellier, avec Nathalie, que je vois à l'écran. Emilien, si tu peux couper voilà, le partage. Bonjour à Nathalie et Anicia, que je vois à l'écran, bienvenue. Bonjour, mesdames. Vous allez avoir l'honneur de clôturer ce webinaire avec votre intervention sur Scanorize. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Donc, oui, effectivement, c'est une présentation qu'on va faire à deux, donc, avec ma collègue Anicia Licence, qui est chef de projet à la SAT XLR, et moi-même, chargée d'affaires sur le pôle agri-agro-environnement. En fait, on s'est réparti le travail. Moi, je fais la présentation, elle répond aux questions. Donc, on va vous parler effectivement d'un outil qu'on a développé à la SAT qui s'appelle Scanorize, donc une fenêtre ouverte sur le sol. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre énigmatique? Eh bien, hop, alors par contre, je n'arrive pas à faire défiler. Comment je fais défiler? Voilà, comme ça. Pardon. Donc, l'idée, ce n'est pas de présenter quelque chose qui protège les plantes, mais qui va permettre de vérifier si la plante se développe bien. On est parti du constat que, voilà, souvent, on voit les plantes dans les champs, mais on ne voit pas tout ce qui se passe en dessous. Et il y a énormément de choses qui se passent, que ce soit au niveau de la plante, donc de son développement racinaire, de sa vigueur. Dans les interactions entre la plante et le sol, il se passe des choses. Il y a des symbioses de la plante avec les champignons, voilà, des nouvelles espèces de champignons qui émergent.
Et au niveau du sol en lui-même, eh bien, il y a des maladies qui peuvent se développer, des parasites. Donc, c'est des choses aussi sur lesquelles on aimerait avoir des informations. Donc, en termes d'application potentielle, voilà, on s'est dit que si on avait un outil qui permettait d'observer tout ça, on pourrait observer la dynamique racinaire, mycorhizienne, les mycéliums, voilà, voir l'activité de la macro et de la microfaune. Typiquement, voilà, les vers de terre, est-ce que c'est un sol riche en vers de terre? L'évolution des sols, notamment liée à une activité biologique, et puis en allant encore plus loin, la dynamique des sédiments marins, l'étude des mangroves, etc. Donc, on a mis au point, à travers un programme de maturation, une offre complète qui s'appelle Scanorize, donc, qui associe du matériel avec du logiciel et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un système qui se compose d'un scanner, un scanner étanche qui est enterré dans le sol. Donc, il est bien résistant. Il est relié via un boîtier, il est relié à un boîtier communicant qui permet son pilotage. Ce boîtier communicant va envoyer les images prises par le scanner via la 4G dans un cloud. Et donc, le système est alimenté par une batterie. Donc, c'est un système qui est suffisamment autonome pour pouvoir collecter toutes les images dont on a besoin pour l'observation. Donc, au cloud est relié un module d'intelligence artificielle qui va permettre le traitement automatique des images, ainsi que leur analyse et leur interprétation. Et donc, ensuite, tout ça est envoyé, piloté à distance par une interface homme-machine qui permet d'obtenir les résultats des analyses. Voilà, donc c'est tout ce système qui constitue l'offre Scanorize. Donc, on s'adresse en termes de clients à des producteurs, des agriculteurs, mais aussi à des experts. Ça peut être un outil d'aide à la décision, ou un outil d'aide à la vente pour une société qui, par exemple, qui commercialiserait des biostimulants. Les avantages de la solution, donc, comme on l'a vu, elle se pilote à distance. C'est une solution qui est autonome en termes d'énergie grâce à la batterie. La solution est étanche, donc elle peut rester dans le sol plusieurs mois. Le traitement des images est automatique et surtout, il permet un suivi dynamique de l'évolution de ce qu'on observe. Donc, typiquement, l'évolution racinaire, on peut avoir un petit film avec les racines qui poussent quasiment en direct. C'est assez impressionnant. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, donc les images qui sont prises avec le scanner sont traitées de différentes manières, de manière à permettre on fait ressortir effectivement les racines et on mesure des paramètres associés comme la longueur des racines, leur surface, le nombre de branchements qui se réalisent. Donc, c'est un outil qui est très riche en informations. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite? On a eu de nombreuses marques d'intérêt de la part d'utilisateurs finaux dans différents domaines, donc le domaine agri-agro, pour tout ce qui est effectivement la culture des sols, horticulture, ce genre de choses. Au niveau de la R&D, les établissements de recherche sont intéressés par ce type d'outils et aussi tout ce qui est enseignement supérieur des lycées agricoles qui étaient intéressés pour avoir accès à cette solution. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est un partenaire industriel qui souhaiterait mettre en marché la solution, donc soit la produire ou passer par un prestataire et puis la commercialiser. Donc, au niveau des contacts, je les ai mis ici. Donc, vous avez pour la partie technique Anicia Vicence, qui est la chef de projet, et moi-même, plus pour la partie business. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, mais… C'est parfait. Nathalie, c'est parfait. C'est parfait, bon, tant mieux. Vous avez tous été extraordinaires. Vous avez respecté le timing, c'est super. On est disponible pour répondre aux questions avec Anicia. La dernière slide est importante. Là aussi, il y a un positionnement particulier sur cette technologie. Tu intéresses les utilisateurs. Vous êtes porteuse d'une technologie. Il vous faut un partenaire pour la mise en marché, tu l'as très bien exprimé, qui va intégrer, développer et marketer la solution. Donc, avec un nombre d'applications d'ailleurs qui doit être assez important. Donc, justement, à ce sujet, en termes d'applications, avez-vous pensé
aux cultures hydroponiques? C'est une question que nous avons dans le fil de discussion. Cette solution s'adapte-t-elle à des cultures hydroponiques pour le suivi dynamique des racines uniquement? Oui, pour le suivi des racines uniquement pour l'instant, mais oui, effectivement, ça pourrait s'appliquer ouais, sans souci pour le suivi des racines. Je ne vois pas l'enjeu sur le suivi des racines en culture hydroponique, mais il doit y en avoir un si la question est posée, forcément. Moi, je ne le connais pas, je ne le vois pas. Si la personne… C'est qui la personne qui a… HM, un participant qui s'appelle HM. Quel est l'enjeu, par curiosité, quel est l'enjeu sur les cultures hydroponiques, ouais, sur le suivi de la croissance racinaire? Et là aussi, Johan ne dit rien, mais je pense qu'il pense très fort. Est-ce qu'une création de start-up serait envisageable et a été envisagée, solution retenue, pas retenue? Vous êtes très actif en termes de start-up côté Montpellier. Oui, bah là, vu qu'on a une société qui est quand même, enfin une solution qui est déjà bien avancée, on se dit qu'on pourrait aussi la transférer à un industriel. Il y a quand même un gros travail qui a été fait en maturation. Donc, elle est quasi clairement, il y a encore… enfin, voilà, on pourrait… elle est opérationnelle, en fait, la solution. D'accord, ouais. Oui, elle est très, très mature, très proche du marché. Voilà. Julie, qui vous demande, mesdames… Ouais, je vois sur les tests en champ, parcelles, combien il en faudrait, quelle culture a été testée. Alors du coup, honnêtement, on n'a pas encore déterminé. Alors ça va être, c'est l'avenir de la solution. Ça serait effectivement de pouvoir, in fine, faire un outil d'aide à la décision pour des cultures et du coup déterminer combien il en faudrait en champ. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas du tout fait. Aujourd'hui, nous, on a vraiment voilà, un outil qui permet d'observer des racines, finalement, peu importe les racines et peu importe le sol. Par contre, derrière, les paramètres qu'on observe aujourd'hui ne sont pas liés directement à un état de la plante. On a un outil d'observation. Voilà. Ça a été testé sur plusieurs plantes parce qu'en fait, c'est issu de 20 années de recherche d'un chercheur qui, lui, avait déjà positionné des scanners enterrés, mais c'était très, j'ai envie de dire, à la MacGyver, quoi. Voilà, nous, on a consolidé l'ensemble du projet, mais ça a été testé sur blé, ça a été testé sur des vignes, sur des chênes. Enfin, voilà, il y a des choses qui ont déjà été pas mal observées, quoi. D'accord. Parfait, merci. Peut-être un commentaire de Johan? Oui. Johan a forcément une question. C'était pour revenir sur la question de Julie. Est-ce que les céréales, betteraves, grandes cultures, parce que vous avez dit que ça a été testé sur quelques cultures, mais est-ce que les grandes cultures ont déjà été testées ou pas du tout et à votre avis, est-ce que c'est envisageable et adaptable économiquement aussi? Parce qu'il y a ce côté-là aussi derrière la question. C'est qu'on est sur des cultures, autant sur des cultures avec des marges plus élevées, peut-être que la solution, le coût de la solution peut être absorbé par le gain de productivité, mais sur des cultures où c'est les volumes qui font la marge, est-ce que justement ce type d'outil peut être envisageable économiquement, quoi? C'est ça derrière la question aussi. Ouais, après, on est sur une solution qui, d'un point de vue économique, n'est effectivement pas très onéreuse, parce que voilà, c'est une solution qu'on a voulu peu coûteuse dans son développement. Donc, on est sur une offre d'un ensemble qui ne vaut pas très cher. Après, l'idée et la difficulté pour répondre à la question, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'idée du nombre de scanners qu'il serait nécessaire d'enterrer pour avoir un panel suffisant d'observation au niveau du champ. Vous voyez ce que je veux dire?
je sais pas, dans 3 endroits sur un champ, on aura une avancée significative et suffisamment d'informations pour pouvoir dire, OK, voilà, on en est à tel stade. Autant, pour avoir une visibilité sur l'hétérogénéité du champ, il ne faudra pas 3 solutions, mais, je ne sais pas, moi, multiplier les scanners par je ne sais combien de nombres à l'hectare, quoi. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces informations-là. Aujourd'hui, en fait, on est comme tout le monde, hein, personne n'a encore trop observé le sol. Comme on dit, hein, tout le monde connaît bien la surface de la Lune. Par contre, ce qui se passe sous nos pieds, on ne le sait pas vraiment. Donc aujourd'hui, on en est dans l'observation de phénomènes dont on ne se doutait même pas, notamment avec des interventions de la macrofaune dans le sol qui sont très présentes. Et donc après, il va forcément y avoir un travail. Si on souhaite partir sur des grandes cultures, il va y avoir des expérimentations à faire pour pouvoir paramétrer l'utilisation de l'outil, quoi. Voilà. Donc là, encore une fois, hein, vous êtes sur de l'OAD et je reviens à ce que je disais tout à l'heure à votre collègue Émilien. Au niveau du pôle, on a une commission. On va avoir une journée dédiée aux OAD au 2e semestre avec les autres pôles. Hein. Il y aura VG Police, il y aura Agri Sud-Ouest. Voilà, ce n'est pas que IAR. Hein. Tous les pôles de compétitivité seront associés avec d'autres pôles aussi digitaux qui vont venir apporter leur expertise sur ces outils-là. Et je ne peux que vous conseiller de vous approcher. Alors, au pôle, c'est Ingrid, Ingrid Bouvard, qui nous a rejoint au mois de janvier, au mois de décembre dernier, en remplacement de Carole Le Verrier. Et donc, je peux que vous conseiller de vous rapprocher d'elle, éventuellement via moi si vous n'avez pas encore ses coordonnées. Et puis, pour déjà présenter votre solution au reste du pôle par rapport à ceux qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, éventuellement, peut-être, si vous êtes intéressé, à participer activement à cette journée OAD pour présenter votre solution, réseauter avec des sociétés et des partenaires et des membres du pôle, et pourquoi pas, même peut-être avant, définir un projet de maturation avec un des membres du pôle pour faire des tests sur champ et avancer, voir si la solution est viable, en tout cas pour les grandes cultures, parce qu'on est quand même relativement plus aisé en pôle IAR sur les grandes cultures que sur les autres cultures, et c'est là que la complémentarité entre certains pôles intervient, parce que d'autres pôles seront peut-être plus sur des cultures qui vous concerneront peut-être de manière plus aisée économiquement que sur les grandes cultures. Mais on ne sait pas aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Et vous proposez des solutions intéressantes qui méritent en tout cas, je pense, le détour et qu'on s'y intéresse un temps soit peu. Voilà. Ouais, l'OAD, c'est vraiment l'avenir de la solution. Là, aujourd'hui, mais c'est très intéressant et du coup, on participera avec plaisir à ces événements et ces animations-là. L'OAD, c'est vraiment le futur de la solution. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a développé, c'est vraiment une technologie, je veux dire, d'un point de vue mécanique, électronique, d'observation du sol, quoi. Je pense qu'effectivement, il faut être honnête sur le fait que l'outil d'aide à la décision pour les grandes cultures, c'est pas pour demain. Voilà, c'est pour plus tard. Il y a peut-être du partenariat à faire avec Émilien, du coup, là, parce que lui, il fait pas les capteurs, mais il fait les logiciels. Donc, vous lui donnez les données et puis lui, il va les traiter et faire la partie OAD. Tu es devenu une agence de mariage des innovations. Voilà, exactement. Non, c'est pas par hasard aussi qu'on décide de regrouper 3 technologies sur de la protection, fertilisation, bioprotection, et puis 2 technologies, 2 illustrations pour la partie surveillance, monitoring. Donc, ça vous donne avec différents aspects d'état d'avancement des technologies, des projets, jusqu'à un projet de start-up, etc. Ça vous donne aussi le niveau multidimensionnel sur lesquels nous aussi on travaille, à savoir des technologies plus ou moins avancées, des secteurs plus ou moins variés, un type de partenariat aussi à établir en débouché qui est différent, soit des utilisateurs finaux, soit des intégrateurs. Enfin, voilà, c'est très vaste. Donc, c'est chaque fois au cas par cas. Aucun projet ne se ressemble dans ce que l'on peut observer sur l'ensemble des SAT. Les SAT ont conduit plus de
2200 programmes de maturation à ce jour. Les SAT ont été lancés, comme l'a précisé Xavier, entre 2012 et 2014, donc vous pouvez faire des statistiques, mais 2200 programmes de maturation, il n'y a pas deux programmes qui se ressemblent. Donc, n'hésitez pas à… j'invite tous les participants, j'ai lâché au fur et à mesure les mails de chaque speaker, speakeuse, je ne sais pas comment on dit, sur le fil de discussion. N'hésitez pas surtout à prendre contact, attache via Johan directement ou directement avec les intervenants du jour pour toute précision. C'est dans l'échange que les constructions, que les solutions se construisent. C'est dans l'échange que l'on pourra avoir aujourd'hui, demain et après-demain aussi à Nicia pour mettre en place des nouvelles solutions. Encore une fois, l'innovation est vivante, faisons-la vivre, intéressons-nous à ces secteurs d'intérêt. Et moi, je vais te laisser la parole pour la conclusion, Johan, en vous remerciant, Nathalie et Nicia, pour cette intervention qui clôture ce panel de technologies. Merci à vous. Merci à vous aussi. Ouais, merci beaucoup parce qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais merci voilà, Laurent et merci au pôle IAR voilà, pour ce webinaire. Eh bien, et votre invitation. Eh bien, écoute, Anicia, je crois que c'était la première fois que tu participais, mais note dans ton petit agenda qu'il y a une nouvelle session le 15 juin. Donc, moi, avant de laisser le mot de conclusion, rendez-vous le 15 juin pour une deuxième partie sur une thématique nouvelle agriculture. Quand on regardait un peu les technologies côté SAT, dans le domaine de la nouvelle agriculture, il y avait énormément de choses. Donc, on a réparti en deux sessions. Aujourd'hui, c'était plutôt orienté protection, on va dire, et surveillance. Le 15 juin, rendez-vous à tout le monde pour une nouvelle session, toujours nouvelle agriculture, mais beaucoup plus orientée smart agriculture de précision, etc. Et là aussi, il y a de sacrés scoops qui vont être énoncés, annoncés, et puis de très, très, très belles technologies qui sont en attente de partenaires et de débouchés industriels. Donc voilà, rendez-vous le 15 juin. Merci encore, Johan, pour ce partenariat que l'on monte avec le pôle IAR. Merci à tous. Xavier se joint à moi pour vous remercier. Et à très bientôt, mon cher Johan. Oui, merci Laurent. Je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je vais pouvoir presque te laisser faire nos webinaires tout seul parce que tu es un excellent animateur et puis donc du coup, j'ai plus grand-chose à dire, si ce n'est qu'effectivement, au-delà du 15 juin, vous l'avez tous noté, on a les 24 heures du pôle IAR qui vont se dérouler le 8 et 9 juillet prochain, où la part belle est donnée aux startups pour venir pitcher leurs innovations. Donc, je redonne rendez-vous aux intervenants d'ici. Si votre SAT est bien évidemment adhérente du pôle, n'hésitez pas à nous contacter et à postuler pour ce que l'on appelle les Awards de l'innovation. Grâce au déconfinement annoncé il y a quelques semaines et confirmé hier par Jean Castex, le Premier ministre, nous sommes dans le bon timing pour tenir les 24 heures, toujours en respectant bien évidemment les normes de sécurité sanitaire pour le bien-être de tous. Mais on espère que tous seront vaccinés et on mettra peut-être en place un pass sanitaire adapté, même si on n'est pas touché par la jauge des 1000 personnes, loin s'en faut. Mais je pense que vous êtes tous les bienvenus à présenter vos innovations là auprès d'un partenaire, des participants au pôle. Hein. Dans une année normale, les 24 heures, c'est 250 participants. On sera peut-être un peu moins en raison du Covid cette année-ci. Mais voilà, je pense qu'on a tous envie de se déconfiner. En plus de ça, par rapport à la thématique du jour aujourd'hui, on est à Unilassal, qui est l'école d'ingénieurs agronomiques par excellence en France. Donc, quel peut être, je dirais, le plus beau, je dirais, endroit que pour présenter des solutions innovantes dans le domaine de l'agriculture. Donc, n'hésitez pas à venir aussi aux 24 heures. Puis, effectivement, vous avez de très beaux projets, on a vu de très belles solutions. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu forcément de questions, je sais qu'il y a eu quelques… l'expérience montre, et ce n'est pas Laurent qui me coupera, que les discussions d'après-webinaire par mail, par téléphone direct entre industriels
et intervenants sont plus pertinentes que les questions qu'on a particulièrement en direct. Parce qu'il y a des jeux de stratégie et les gens ne lancent pas forcément leur stratégie en direct sur un webinaire. Mais les échanges que vous aurez a posteriori seront certainement encore plus fructifieux que ceux, je dirais, que vous avez eus ici maintenant. Donc, bonne chance à tous, bons échanges avec les industriels du polyAR maintenant et par après. Et puis aussi bien Laurent que moi, on se tient à votre disposition pour faire le lien. Si vous souhaitez faire le lien avec des personnes qui n'ont pas pu éventuellement participer à ce webinaire, mais qui vous semble être une bonne piste pour avancer dans vos projets de développement. Merci à tous, bon appétit à tous. Laurent, je te donne rendez-vous à bientôt pour le prochain webinaire.